Mon cher Jean-François, je te laisse la parole pour introduire l'orateur suivant. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Alors, Monsieur Bourret, donc, on va présenter Monsieur Florian Roussel, qui a eu la gentillesse et qu'on salue d'accepter d'intervenir et qui est maître de requête au Conseil d'État, qui a à statuer sur des affaires de responsabilité médicale avec un sujet qui n'est pas commode, qui est celui du choix des experts et de leur responsabilité. Monsieur Florian, vous avez la parole et grand merci pour votre intervention. Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, d'abord, je souhaiterais adresser un grand merci aux organisateurs du colloque, en particulier au docteur Mercier, pour leur accueil, en regrettant de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous. Mais en tout cas, je tenais à m'exprimer sur ce thème de l'impartialité de l'expert médical, parce que c'est un thème qui se prête très bien finalement aux échanges, à la confrontation de points de vue entre magistrats, entre professionnels de santé, et ça, voilà, chacun a sa propre vision des choses. Alors, brièvement, je souhaiterais commencer par rappeler qu'à une époque où les aspirations des citoyens à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts n'ont jamais été aussi vives, le statut de l'expert judiciaire, les conditions dans lesquelles il est désigné, suscite évidemment une attention accrue, en particulier en ce qui concerne le contentieux administratif. On a affaire à des questions qui sont très anciennes. L'exigence de l'impartialité de l'expert, elle a déjà été définie à la fin du XIXe siècle. J'ai retrouvé un vieil arrêt du Conseil d'État de 1908 qui déjà se demandait si l'expert n'avait pas, en l'espèce, abdiqué, je cite, la liberté d'esprit et l'indépendance nécessaires pour remplir ses missions. Donc, on a affaire à des questions très anciennes, mais pendant longtemps, elles ne se sont quasiment pas posées dans la jurisprudence, et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu'à l'époque, chacune des parties désignait son propre expert. L'expert, le juge se contentait de désigner ce qu'on appelait un tierce expert en cas de désaccord, ce qui était rare. Et donc, évidemment, il y avait moins d'enjeux à l'exigence d'impartialité. Tout a changé ces dernières années. Il y a plusieurs raisons à cela. L'évolution de la procédure administrative, sans doute. Les échos aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au procès équitable. On est beaucoup plus exigeant par rapport à l'exigence d'impartialité, qu'il s'agisse du juge, de l'expert, etc. Et puis enfin, il y a aussi, on l'oublie trop souvent, le développement des technologies de l'information. Désormais, il suffit parfois d'un simple clic à l'une des parties ou à son avocat pour identifier que tel expert a tel ou tel lien avec telle personne ou qu'il a tenu tel ou tel propos il y a longtemps sur les réseaux sociaux, et ça suffit à déclencher une contestation. Donc, c'est aussi un rappel de chacun à la vigilance en la matière. Et donc, dans ce contexte, je dirais que le juge administratif, il est confronté à une double contrainte. À la fois, il s'agit de donner sa pleine portée à l'obligation d'impartialité. Il faut rassurer les parties sur le fait que la procédure va être indépendante. Et à la fois, dans le même temps, il ne s'agit pas de faire preuve d'une exigence démesurée, auquel cas on n'aura plus d'experts, parce que en cherchant bien, tout expert, à un moment ou à un autre, il a rencontré le professeur de médecine mis en cause à un moment ou à un autre dans sa carrière, ou alors il travaille dans un établissement il y a quelques années qui avait des liens, etc. Donc, sauf à se priver complètement de tout vivier d'experts, voilà, il ne faut pas pousser trop loin l'exigence. Et à la fois, il faut rassurer les parties. C'est un peu ça l'enjeu. Alors, brièvement, je vais développer 2 points dans ce court exposé. Je vais d'abord essayer de vous préciser ce que recoupe concrètement pour le juge administratif cette obligation d'impartialité. Et après, je vais expliciter dans quelles conditions le juge administratif veille à son respect et comment il s'efforce surtout de prévenir les contestations éventuelles. Alors, sur le premier point, la portée de l'obligation d'impartialité, je dirais pour résumer à grands traits qu'elle recoupe en fait 2 séries d'obligations. On a d'abord un devoir de réserve de l'expert. L'expert ne doit pas s'exprimer publiquement sur les questions en débat avant la remise de son rapport. C'est une première obligation. Et une deuxième obligation, l'expert ne doit pas avoir noué avec l'une ou l'autre des parties des liens trop étroits à quelque moment que ce soit. Bon. Et cette obligation d'impartialité, il est important de la distinguer d'une autre obligation
qui pèse sur l'expert et qui est d'ailleurs également rappelé dans le serment que l'expert doit prêter devant la juridiction, c'est l'obligation d'objectivité. L'objectivité, ce n'est pas l'impartialité. L'objectivité, c'est l'exigence pour l'expert d'être suffisamment nuancé, mesuré dans son rapport, de ne pas expliquer que telle solution qu'il préconise, telle explication qu'il préconise est évidente alors qu'elle ne l'est pas, de citer ses sources, de faire preuve de la modération qui s'impose. Mais on peut parfaitement envisager un expert qui manque complètement d'objectivité et qui est totalement impartial, comme l'inverse d'ailleurs. Donc voilà, ce sont deux exigences différentes qu'il faut chacune respecter. Alors, moi, je vais surtout insister sur l'impartialité, vous l'avez compris. Et donc, je disais, il y a d'abord un devoir de réserve. C'est assez difficile à mettre en œuvre, à contrôler. Et ce devoir de réserve, en fait, il intervient à deux moments. Il y a d'abord un devoir de réserve avant même la désignation de l'expert. Je l'évoquais en introduction, l'expert ne doit pas s'être exprimé publiquement sur les questions en débat avant même d'avoir été désigné. Et alors, ce n'est pas ce qui donne lieu au plus grand nombre de contestations, mais tout de même, vous avez en particulier des contestations qui peuvent survenir lorsque l'expert a pris publiquement position sur des questions médicales, mais de société. Notamment, on a pas mal de contestations en matière de vaccination. A été récusé un expert qui, s'agissant de la responsabilité de l'État à raison d'une vaccination, je crois que c'est une vaccination contre l'hépatite B, avait pris publiquement dans la presse quelques années auparavant position pour contester les décisions de justice qui reconnaissaient la responsabilité du fait de ces vaccinations. Qui se défend parfaitement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'évidemment, dès lors qu'il était ensuite désigné comme expert dans un litige qui portait sur la responsabilité de ces vaccinations, c'est évident que le requérant pouvait un peu se douter du sens du rapport qui allait être le sien, et évidemment, cela posait problème. Autre exemple, un expert qui, dans une affaire qui portait sur la responsabilité de l'État du fait de l'épizootie spongiforme bovine, s'était exprimé quelques années auparavant pour contester, qui avait pris position en tout cas sur ce sujet quelques années auparavant, et donc elle ne pouvait plus ensuite être désignée dans un litige qui portait sur ces questions. Alors, à la fois, c'est logique par rapport au devoir de réserve qui s'impose, et à la fois, on voit bien la contrainte. On peut imaginer qu'il y aura tôt ou tard un recours en responsabilité contre l'État, notamment, pas seulement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Il est probable qu'il faudra trouver des experts, et des experts qui n'auront pas pris de position sur la question tout en étant parfaitement qualifiés. Bon, voilà, ça ne sera pas forcément évident à trouver, mais ça montre ça rappelle qu'il y a aussi un devoir pour l'homme de l'art qui est déjà expert ou qui souhaite le devenir, un devoir de faire preuve d'une certaine vigilance dans ses propos publics à tout niveau, que ce soit dans ses publications, dans les réseaux sociaux, etc. Bon. Ça, c'est la première composante, le devoir de réserve avant la désignation de l'expert. Deuxième composante, devoir de réserve pendant les opérations d'expertise. Alors là, ce sont souvent des contestations assez différentes finalement. C'est l'expert qui exprime un peu trop clairement son point de vue. Il pourrait le faire dans son rapport, ça passerait, mais il le fait pendant les opérations d'expertise, pendant les échanges avec les parties. Et ça, c'est plus gênant au regard de l'obligation d'impartialité. Alors, il ne s'agit pas de dire, il faut bien sûr que l'expert ait des échanges informels, il faut bien sûr qu'il essaie de cadrer les débats, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, qu'il laisse avancer ce qui pourrait être sa position finale, mais il doit toujours veiller à une certaine prudence, une certaine modération, tant que les opérations d'expertise ne sont pas terminées. Par exemple, un dossier, c'était encore un cas de responsabilité du fait d'une vaccination, cette fois, le requérant faisait valoir qu'il avait développé une myofasciite à macrophage. Alors, je sais que c'est un sujet très, très polémique, et on peut comprendre que l'expert avait des doutes sur la réalité de cette maladie. Seulement, il l'avait exprimé pendant les opérations d'expertise de façon un peu trop catégorique. Je crois qu'il avait dit notamment, nous sommes tous atteints de myofasciite à macrophage pendant l'opération d'expertise, et d'autres propos passent plus vite. Bon, et au final, il a été récusé parce qu'on a estimé qu'il avait manqué à son obligation d'impartialité pendant les opérations d'expertise. Donc voilà, c'est un point qui me paraît important de souligner. Alors ça, c'est la première composante, donc c'est le devoir de réserve.
Deuxième composante de l'obligation d'impartialité, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'interdiction pour l'expert d'avoir noué des liens trop étroits avec l'une des parties au litige. Alors, la jurisprudence est là encore du Conseil d'État est là encore assez subtile. Elle a été formalisée par une décision du Conseil d'État de 2013, une décision centre hospitalier d'Alès-Cévennes, qui juge qu'il appartient aux juges de rechercher, si eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre l'expert et l'une des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Alors, il y a un faisceau d'indices, ça signifie bien que toute relation n'est pas synonyme de récusation, c'est beaucoup plus subtil que cela. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Pour résumer, le critère principal, c'est le critère de l'actualité des liens. Lorsque l'expert a, au moment du litige, au moment de sa désignation, des liens avec l'une des parties au litige, généralement, il sera récusé. Et c'est assez logique, parce que là, pour le coup, il n'est pas complètement indépendant. C'est plus délicat. Alors, notamment, il y avait un expert qui exerçait les responsabilités pour le compte de l'établissement français du sang au moment d'expertise, et il avait été désigné dans un litige qui portait sur cet établissement. Bah, forcément, il ne pouvait qu'être récusé. Dans une décision de 2011, il s'agissait cette fois d'un professeur de neurochirurgie qui partageait avec un confrère qui avait réalisé l'intervention chirurgicale qui était mise en cause. Il exerçait dans un cadre géographique proche, je cite, au sein d'une association professionnelle, et tous deux avaient, avant et après l'expertise, publié des travaux en commun. Voilà, donc, il y avait un faisceau d'éléments qui a conduit à la récusation de l'expert qui avait manqué à son obligation d'impartialité. À l'inverse, le simple fait d'avoir eu des liens avec l'une des parties quelques années auparavant, des liens ponctuels, ne suffira pas à remettre en cause l'impartialité. Et vous le comprenez bien, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Il est même assez subtil parce que je le disais à titre introductif, l'expert est un homme de l'art, il aura probablement noué au cours de sa carrière des relations avec tel ou tel autre homme de l'art qui est mis en cause et il serait irréaliste d'exiger qu'il soit complètement coupé de son environnement professionnel. Ou alors, il sera peut-être parfaitement impartial, mais il ne sera pas forcément compétent. Ça veut dire s'il est complètement coupé du reste de ses confrères. Donc, on voit bien, il y a une tension entre ces exigences qui se retrouve, je passe rapidement là-dessus compte tenu du temps, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une jurisprudence beaucoup plus subtile que ce que certains prétendent et qui, elle aussi, prend en compte notamment des considérations tenant à l'intensité des relations entre l'expert et l'une des parties au litige et qui prend aussi en compte le vivier des experts disponibles. S'il y a très peu d'experts disponibles, eh bien, on sera un peu moins exigeant par rapport à l'obligation d'impartialité. De même pour la jurisprudence de la Cour de cassation, qui développe exactement la même jurisprudence que celle du Conseil d'État, notamment lorsqu'on a affaire à des experts qui ont exercé des missions d'expertise privée pour le compte de compagnies d'assurance et qui se retrouvent à être experts dans un litige qui met en cause cette même compagnie d'assurance. Ce ne sera pas forcément une cause de récusation. Il faudra apprécier à quelle date il avait travaillé pour cette compagnie, est-ce que c'était très ponctuel, plus renouvelé, voilà. Donc, vous comprenez, on essaie d'être pragmatique. Je terminerai cette première partie par deux décisions récentes du Conseil d'État qui illustrent un peu ces difficultés. La première, c'est une décision CASEM de 2014 qui portait sur les experts qui sont praticiens hospitaliers à l'assistance publique hôpitaux de Paris et qui, dans le même temps, sont désignés dans un litige qui met en cause la PHP. Et il y a eu un débat assez nourri devant les juges du fond pour savoir comment est-ce qu'on réagissait, est-ce que une telle désignation était possible. Le Conseil d'État a jugé que oui, à deux conditions. D'abord, il ne faut bien sûr pas que l'expert ait noué des liens de relations trop étroits avec le professionnel mis en cause, ça renvoie aux exigences générales. Et d'autre part, il ne doit pas exercer ses fonctions dans le même hôpital que celui mis en cause dans le litige. Donc voilà, donc ce sera, s'il travaille aussi à l'hôpital Necker, il ne pourra pas, si ce hôpital Necker est mis en cause. Par contre, si c'est un autre établissement hospitalier de la PHP, eu égard à la taille tout à fait particulière de cette structure, du très grand nombre de professionnels, etc., eh bien, on estime que ce n'est pas rédhibitoire pour l'obligation d'impartialité.
Pour être concret, il faut aussi avoir en tête que si on retenait une position contraire, ça deviendrait quand même assez difficile de trouver des experts sur Paris, ou alors il faudrait les faire venir de province, ça coûterait des frais supplémentaires pour les partis, et au final, aurait-on plus des garanties d'impartialité du fait qu'il ne connaît pas tel ou tel de ses confrères? Je n'ai même pas certain. Donc voilà, c'est une logique assez pragmatique. Deuxième décision, elle est encore plus récente, elle date de l'an dernier, une décision Pau, dans laquelle était en cause cette fois-ci un expert qui avait exercé des responsabilités au sein d'une association syndicale ou professionnelle de praticiens et dont la partialité était mise en cause pour ce motif. Alors, la décision raisonnant de temps a dit que cette simple circonstance qui a exercé des responsabilités n'est pas un motif pour mettre en cause son impartialité, d'une part, mais que d'autre part, en l'espèce, cet expert non seulement avait exercé de telles responsabilités, mais il avait, par son comportement, notamment parce qu'il avait mis en place une commission chargée d'assurer la défense des professionnels mis en cause devant les juges. Voilà, il ne pouvait plus être regardé comme suffisamment impartial. Donc voilà, une position assez nuancée, mais qui rappelle quand même que voilà, il ne faut pas, voilà, on ne peut pas mélanger trop, je vais dire mélanger les genres entre à la fois défendre les confrères, ce qui est parfaitement louable et même nécessaire d'une part, et d'autre part, être expert indépendant devant les juridictions. Alors, je passe à la deuxième partie de mon bref exposé, donc qui porte sur comment est-ce que le juge administratif s'assure du respect de l'exigence d'impartialité. Alors, il y a des procédures de contrôle qui existent. La plus connue, c'est bien sûr la procédure de récusation, qui doit être engagée dès que l'on a connaissance d'une cause possible d'un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité. La partie doit immédiatement le signaler au juge, et le juge engage une procédure assez rapide qui vise à mettre fin aux fonctions de l'expert avant qu'il ait terminé sa mission. Ça, c'est la récusation. Et puis, si le requérant n'a pas, pour une raison ou pour une autre, recouru à cette procédure, il lui est également loisible de contester la régularité de l'expertise devant la juridiction à l'occasion de l'instance principale, donc qui tend à la condamnation de l'hôpital. Alors, il y a des débats pour le point de savoir si est-ce qu'il ne devrait pas d'abord engager une action en récusation, est-ce qu'il peut quand même contester l'expertise une fois finie alors qu'il n'a pas engagé de contestation lorsque l'expertise était en cours. La jurisprudence doit encore être précisée. Pour l'instant, il y a plutôt des indices qui pourraient suggérer que la régularité de l'expertise peut être contestée à tout moment, sans obligation d'avoir à engager une procédure de récusation. Mais je m'exprime très prudemment parce que la question mérite encore d'être développée. Ce qui est certain, la seule chose que je peux dire de certaine, c'est que notamment le simple fait que l'action récusation a été rejetée ne fait pas obstacle à ce que l'on puisse contester ensuite la régularité de l'expertise devant la juridiction saisie du litige principal. Je précise que toutefois, ce n'est pas la position retenue par la Cour de cassation qui se montre plus stricte à cet égard. Et donc, parallèlement, il ne faut pas oublier que l'expert, s'il manque, il est avéré qu'il a manqué gravement à son obligation d'impartialité, pour avoir sa responsabilité personnelle, sa responsabilité civile engagée, et puis par ailleurs, il pourra faire l'objet de sanctions administratives, on pourra le retirer de la liste des experts. Alors, ça, c'est l'aspect un peu contrôle, sanction, et puis le dernier point sur lequel que je voulais évoquer dans les 3 minutes qui me restent, c'est l'aspect prévention. L'objectif, c'est quand même d'éviter d'en arriver là, d'en arriver à une récusation qui retarde l'issue du litige, qui est satisfaisante pour personne. Alors, il y a d'abord, bien sûr, un premier progrès qui consiste, je crois qu'il en sera beaucoup plus question tout à l'heure, en l'établissement d'une liste des experts agréés, avec une obligation pour les experts devant le juge administratif de déclarer les liens qu'il a pu nouer avec telle ou telle personne, etc. Et l'obligation pour l'expert de s'engager à agir en toute impartialité. Mais il y a aussi, et j'insisterai davantage sur ce point, un échange qui doit avoir lieu avec le juge avant la désignation de l'expert. Lorsque l'expert a un doute sur son impartialité, et franchement, quand vous voyez la jurisprudence que j'ai évoquée, il y a de bonnes raisons parfois de ne pas trop savoir, même pour les juristes qui ne sont pas sûrs, alors les non-juristes, je comprends encore mieux qu'ils aient des doutes. Le tout, l'essentiel pour l'expert, c'est de signaler ses doutes éventuels au juge, et après le juge, il prend sa décision. Il maintient la désignation ou ne le maintient pas.
je crois que c'est préférable d'abord à ne rien dire, ça c'est la pire des solutions, et d'autre part à le dire directement aux parties, ce qui n'est pas non plus très satisfaisant. Voilà, il vaut mieux avoir un dialogue direct avec le juge. De même, si jamais au cours d'une opération d'expertise, il y a une contestation qui émerge sur ce sujet, il peut être préférable, me semble-t-il, de le signaler soit au juge directement, soit au greffier qui suit les expertises, pour qu'après le juge en tire les conséquences et éventuellement il convoque une réunion d'expertise, il convoque les experts et les parties, et puis on échange sur les difficultés rencontrées. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin d'un dialogue plus fréquent, qui peut être plus fécond entre le juge et les experts. Et si on aboutit à ce dialogue, je dirais qu'on a tous les éléments pour limiter ces contestations. On a toujours parfois des contestations de mauvaise foi, des difficultés ponctuelles, mais je crois que le système français d'expertise judiciaire est fondamentalement bon. Je crois que les autres exemples alternatifs qui sont parfois évoqués, soit revenir au système où chaque partie désigne son propre expert, dont le juge après n'est pas forcément plus avancé, ou alors créer encore pire, un corps d'experts indépendants qui ne seraient plus des professionnels, qui seraient coupés de leur environnement réel. Ce sera encore la pire des solutions. Donc je crois franchement que le système français est très sain, aussi bien expertise devant le juge judiciaire qu'administratif. Il faut simplement parvenir par un meilleur dialogue à prévenir les contestations éventuelles. Je vous remercie. Monsieur le haut magistrat, monsieur le maître des requêtes au Conseil d'État, je vous remercie vraiment infiniment de cette présentation qui a permis de comprendre un tout petit peu la différence qu'il y avait entre la justice, on va dire, judiciaire et la justice administrative. Autant que je m'en souvienne, Cambacérès, après la promulgation, l'existence du Conseil d'État, je me lance dans un truc, là, monsieur le conseiller d'État, un peu difficile, mais c'était la constitution de l'an 8, je crois, hein, c'était au mois de décembre 1799, donc à la fin de la période révolutionnaire, et c'est là qu'a été créé le Conseil d'État. Donc vous voyez, c'est relativement ancien, et Cambacérès, à l'époque, aurait écrit « Il n'y a qu'une seule vraie justice, la justice administrative ». Alors, on lui prête ça, enfin voilà. C'est de la provocation, oui, bien sûr. Donc, c'était effectivement très, très clair. Et j'aurais une question à vous poser, parce que vous faisiez allusion, bien sûr, aux arrêts du Conseil d'État. En matière d'information, je dis bien l'information, donc la loi du 4 mars 2002, il semblerait qu'il y ait une petite différence entre l'appréciation en matière de jurisprudence de la Cour de cassation, de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Est-ce que très brièvement, vous pourriez nous dire où est-ce que nous en sommes actuellement en matière d'information du patient? Alors, j'avoue que pour être honnête, je n'ai pas connaissance d'une divergence de jurisprudence avec la Cour de cassation en matière d'information. On a au contraire des échanges réguliers sur ce sujet. Et dans les deux cas, et je crois que la jurisprudence, pour autant que je maîtrise, mais je crois la maîtriser, elle est elle est totalement harmonisée entre les deux ordres de juridiction. Dans tous les cas, donc il y a cette obligation d'information qui porte notamment sur les risques, même exceptionnels. C'est la loi qui l'a prévu de toute façon. Et dans tous les cas, donc, c'est à l'hôpital ou à la clinique d'apporter la preuve que l'information a bien été apportée au patient. Donc, le patient n'a besoin de ne rien faire. C'est au défendeur de montrer de prouver qu'il a informé. Le plus souvent, il vaudra mieux qu'il se soit préconstitué un écrit, ce sera plus simple pour en apporter la preuve. Et puis après, il y aura une estimation des conséquences du défaut d'information éventuelle, et on en revient dans une logique de perte de chance. Quelle était la probabilité que si l'information avait été donnée, eh bien, le patient aurait renoncé à l'intervention. Alors, il y a eu une décision très récente du Conseil d'État en formation solennelle, qui est d'ailleurs mon rapport, où on a un peu précisé notre jurisprudence sur ce point. Dans quel cas est-ce qu'on estime que il y avait vraiment une chance que le patient ait changé d'avis, mais on l'a fait vraiment en essayant de coller au maximum à la position de la Cour de cassation. Donc,
Je crois pas qu'il y ait dire, de même qu'on va admettre l'analysation d'un préjudice moral parce que le patient était stupéfait, il s'attendait à ce que tout se passe bien, il ne l'a pas été du début des d'information. Là encore, c'est une jurisprudence qui a été établie en lien avec celle de la Cour de cassation. Je vous remercie de cette réponse très claire. Je vous en pose une autre très technique aussi. Il semblerait que la Cour de cassation en matière de jurisprudence, toujours vis-à-vis de l'information, ait rattaché l'absence d'information à une atteinte à la dignité de la personne. Est-ce que le Conseil d'État a la même position? Alors, je ne crois pas que le Conseil d'État ait expressément fait le lien avec l'atteinte à la dignité de la personne, mais je ne suis pas donc non, je ne crois pas que le Conseil d'État l'ait jugé en ces termes. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que le fait de rattacher ou non ce manquement éventuel à la dignité a une conséquence sur le plan contentieux. C'est-à-dire, on peut toujours, voilà, on peut toujours on comprend un peu la logique. Si le patient, dans un cas extrême notamment où le patient n'aurait pas du tout consenti à l'intervention, où on lui aurait imposé des soins contre son consentement, ou alors en lui faisant penser que les soins n'avaient pas du tout l'objet qu'ils avaient, moi, je ne vois pas d'objection à ce que l'on fasse un lien avec l'exigence, avec le principe de dignité. Ça ne me choque pas en tant que juriste, mais je vois pas trop ce que l'on va en déduire comme conséquence concrète. Je vous remercie aussi. Je peux poser une question? Oui, une question. Je ne veux pas poser toutes les questions, n'hésitez pas. Oui. Non, pas de question. Rémi Salmon, si j'ai une question là. Oui, monsieur, oui. Alors, oui, allez-y, c'est en ligne, allez-y. En ligne, c'est moi? Oui, c'est vous. Oui, alors, je m'excuse d'une question un peu triviale. Le tribunal administratif exige de notre part la démonstration d'une formation, annuelle pour être renouvelé dans les fonctions d'expert auprès du tribunal administratif. Et évidemment, en 2020, ça a été un peu compliqué. Et il y a eu, notamment à la CNAMJ, des formations en Zoom. Et je voulais savoir si, de façon assez triviale, ces formations Zoom, si on a un document témoignant qu'on a participé à ces réunions, ces formations vaudront formation présentielle. C'est donc une question du professeur Salmon. Oui. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez, mais je peux. Alors je vais être prudent dans ma réponse puisque je ne suis pas directement en charge des expertises au tribunal, mais j'ai cessé de l'être il y a longtemps. Moi, ma réaction spontanée, à tort ou à raison, c'est que je pense que ces formations par Zoom valent formation en présentiel. Je ne pense pas qu'il y ait des différences à faire. Pour être tout à fait franc, en tant que membre du Conseil d'État, j'ai aussi des formations régulièrement. Et les formations cette année avaient essentiellement lieu par visioconférence. Et spontanément, je ne vois pas pourquoi il en serait différent pour les experts. Je crois d'ailleurs aussi que c'est pareil pour les avocats. Donc, a priori, il faudrait mieux demander une confirmation au tribunal qui serait peut-être mieux qualifié que moi. Mais ma réaction première, ce serait assez clairement que oui, ça vaut formation. Merci beaucoup. Je voudrais répondre au professeur Salmon. Il faut que vous sachiez que même à l'université, on fait faire passer des examens en Zoom. Alors donc, vous savez, c'est… Oui, vas-y. Monsieur Salmon, c'est une question générale d'informatique et de contrôle des connaissances. Maintenant, avec la webcam, on sait très bien qui est devant ou qui peut souffler derrière. Donc, c'est parfaitement validé. Et les gens qui vont certifier que vous avez fait une formation, ils vont s'assurer que vous êtes resté 1 heure devant votre écran et que vous n'êtes pas parti plus de 3 ou 4 minutes. Voilà, donc ça, c'est une question générale. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Grangebach. Je voudrais vous remercier pour votre exposé et je veux revenir sur l'impartialité de l'expert. Alors, il y a des choses qui sont très faciles. Il faut qu'il soit compétent, il faut qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts, il ne faut pas qu'il soit corrompu, etc., etc. Mais ce qui est plus subtil, c'est la subjectivité de l'expert. Il est né dans une famille, il a été éduqué dans telle école, il a telle conviction de tout ce que vous voulez, syndical, associatif et tout.
Est-ce que vous ne pensez pas que pour diminuer cette subjectivité, il faudra dans le futur qu'on utilise des algorithmes? Non. Très clairement, je vous rejoins entièrement. Il y aura toujours une part de subjectivité de l'expert, de même que d'ailleurs il y aura toujours une part de subjectivité du juge. Enfin, moi aussi, j'ai fait mes propres études, j'ai ma propre perception, ma propre compréhension des sujets, et je n'ai pas le sentiment qu'on pourrait me remplacer aussi facilement, enfin moi ou un autre de mes collègues, par un algorithme. Donc non. Et la question, c'est, comme j'essaie de l'exprimer, c'est pas une question de supprimer tout lien, même hypothétique, toute subjectivité quelconque. C'est de ne pas d'exiger qu'il y ait un minimum d'objectivité, c'est-à-dire il faut que voilà, il ne faut pas que ces liens avec telle ou telle partie soient trop intenses, voilà. Mais évidemment, je rejoins complètement le sens de votre message, c'est que voilà, vous avez forcément, vous êtes praticien, voilà, vous avez forcément un ressenti premier, d'ailleurs pas forcément toujours bienveillant d'ailleurs, vis-à-vis du collègue ou de l'hôpital, etc. Vous avez probablement entendu parler à un moment ou à un autre dans votre carrière, etc. On a toujours une part de subjectivité, mais ce qu'il faut, c'est d'abord en avoir conscience, d'autre part la limiter au maximum et avoir conscience que dans certains cas, eh bien, bon, bah, c'est tellement subjectif que soit on aura du mal à être soi-même complètement impartial, soit, en tout cas, ça va susciter un doute raisonnable. Docteur Salomon à l'appareil. Merci. Oui, Je te rappelle dans 5 minutes. Oui, il y a quoi? Il y a une question? d'accord. Non? Alors, une question, peut-être la dernière, de notre secrétaire perpétuel, monsieur le conseiller d'État. Oui, je reviens sur la remarque de Rémi Salmon parce que, en fait, la réponse n'est pas très précise. Ce n'est pas tellement la question du Zoom, c'est la question du cahier des charges de la formation et de l'organisme formateur. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le cahier des charges de formation des experts est comparable à celui du cahier des charges de formation des chirurgiens? Alors, là, je dois dire que j'aurais bien du mal à répondre à la question. Là, je ne suis pas assez spécialisé, ni sur le cahier des charges pour la formation des chirurgiens, évidemment, ni même sur celui de la formation des experts. Je crois, dans mon souvenir, voilà, c'est à la fois une formation à la fois sur la procédure contentieuse, la procédure expertale. C'est pas tant et puis surtout sur les exigences en matière notamment d'évaluation du préjudice. Comment est-ce qu'on manie la nomenclature d'un TIAC? Comment est-ce que, voilà, c'est ce type d'éléments qui vont être donnés dans la formation. Je doute fortement que ce soit sur la compétence technique de l'homme de l'art que vous avez pendant une quinzaine d'années, voire plus, avant d'être désigné comme expert. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Je rappelle à notre secrétaire perpétuel qu'actuellement en France, déjà depuis une vingtaine d'années, mais Bertrand Lude le sait bien et Olivier Jardet aussi, il existe des diplômes spécifiques qui sont des diplômes interuniversitaires qui concernent la formation des experts. Ah oui, oui, non seulement en formation initiale, mais en formation continue. Et le décret qui date maintenant d'une quinzaine d'années, si j'ai bonne mémoire, du contrôle de l'inscription des experts est très précis là-dessus. On est régulièrement contrôlé chaque année sur la formation. Donc, il y a une formation initiale, une formation continue. Formation initiale, c'est des DU, diplôme université ou diplôme interuniversitaire, préparation juridique de dommages corporels, pratique médico-légale, pratique de l'expertise judiciaire, qui est d'ailleurs multidisciplinaire. C'est-à-dire ça ne concerne pas que les médecins. Monsieur le Président, je vais simplement compléter. Oui. Olivier Jardet. Non, je vais simplement compléter que c'est même une loi, puisque c'est la loi de 2004 qui a été proposée par Dominique Perben. Voilà. Donc, pour conclure cette intervention, il y a un élément qui sont les compagnies d'experts et qui sont normalement chargées d'organiser une réunion annuelle de formation des experts. Voilà. Donc maintenant, on va remercier M. Florian Roussel. On va terminer cette intervention pour passer à la 4e intervention.